Je vais donner à présent la parole au professeur Michel Prieur. Michel, est-ce que vous nous entendez? Je vais vous mettre en vedette. Ça y est, vous êtes en vedette. Donc, le professeur Michel Prieur, qui est le grand ponte, on peut dire, du droit de l'environnement, du droit international de l'environnement, qui nous fait l'honneur aussi d'animer toute une ligne de recherche dans le cadre de la chaire Normandie pour la paix, dédiée aux indicateurs juridiques. Ces indicateurs juridiques qui seront certainement un jour encore à l'aide que vous allez nous laisser une nouvelle frange de recherche. Vous allez présenter aujourd'hui maintenant votre projet de troisième pacte sur l'environnement. Je vous donne la parole de suite. Merci beaucoup, Émilie. Bonjour à toutes et à tous. Un grand salut à tous nos amis ici présents. Bonjour Corinne, bonjour Nick et tous ceux qui sont là et que je ne vois pas. Alors, le projet de troisième pacte est en réalité le complément à un autre niveau de ce que Corinne vient de présenter en ce qui concerne la Déclaration universelle. En fait, les uns et les autres, on va tous dans la même direction, avec des instruments différents, mais en étant persuadés qu'à la fin du compte, on arrivera à atteindre notre but, à savoir la consécration du droit à l'environnement au niveau universel. Alors, après 50 ans de droit international de l'environnement, le projet de troisième pacte porté par le Centre international de droit comparé de l'environnement est en réalité le troisième enfant de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Après le pacte droit civil et politique et le pacte droit économique, socio et culturel, il serait tout à fait naturel, à la fois sur le plan politique et juridique, qu'il y ait un troisième pacte sur le droit de l'homme à l'environnement. Et il trouve des fondements, certes indirects, dans la Déclaration universelle, qui évidemment à l'époque ne parlait pas d'environnement. Mais on trouve dans la Déclaration universelle des références au droit à la dignité, au droit à la vie, au droit à la sûreté, au droit à la santé, au droit au bien-être, qui sont tous des éléments qui font partie du droit de l'homme à l'environnement. Et puis, il faut mentionner que dans le pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, il y a l'article 12 qui vise expressément l'environnement à travers le droit à la santé et qui, par conséquent, appelle dans le futur un troisième pacte pour développer les liens entre le droit à la santé et le droit à l'environnement, pour lesquels Nick Robinson a bien souligné combien aujourd'hui cette relation santé-environnement et nature est tout à fait essentielle. Alors, la codification, elle est en réalité un des objectifs de la Charte des Nations Unies. Il faut bien rappeler l'article 13 de la Charte des Nations Unies, selon laquelle les États se sont engagés à encourager le développement progressif du droit international et notamment la codification du droit international de l'environnement. Et donc le troisième pacte est bien la mise en œuvre de l'article 13 de la Charte des Nations Unies pour développer la codification du droit international de l'environnement. Et cette codification, elle va évidemment s'appuyer sur l'addition d'une série d'éléments qui constituent ce qu'on appelle la coutume internationale. Il faut en effet insister sur le fait qu'aujourd'hui, il y a déjà dans le monde 7 conventions régionales et une convention universelle qui reconnaissent le droit de l'homme à l'environnement. Et si on additionne le nombre d'États qui ont ratifié ces 8 conventions reconnaissant le droit de l'homme à l'environnement, on a 135 États aujourd'hui qui ont ratifié une convention
reconnaissant le droit de l'homme à l'environnement. Si on ajoute à cela, au niveau national, tous les États qui ont déjà le droit de l'environnement dans leur législation, 155 États, plus les États qui ont déjà le droit de l'homme à l'environnement dans leur constitution, plus de 100 États. On a donc un ensemble d'États au nom de 135, 140 qui ont déjà, en réalité, juridiquement, intégré le droit de l'homme à l'environnement. Il faut ajouter, depuis 2012, au sein du Conseil des droits de l'homme à Genève, les travaux du rapporteur spécial sur le droit à l'environnement, qui fait que depuis 8 ans, le Conseil des droits de l'homme, chaque année, adopte des résolutions sur le droit de l'homme à l'environnement, dont la plupart sont ensuite entérinées par l'Assemblée générale des Nations unies. Et puis enfin, il faut évidemment mentionner l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies de la résolution 72-277 du 10 mai 2018 qui a appelé les États à l'adoption d'un pacte mondial pour l'environnement. Et l'objet de ce pacte mondial pour l'environnement, c'était bien la reconnaissance du droit de l'homme à l'environnement. Eh bien, cette résolution de 2018, elle a été votée par 143 États. 143. Et donc, l'addition de toutes ces contributions de droit dur et de droit mou font que, véritablement, il ne faut pas baisser les bras, mais qu'on peut avoir de l'espoir pour continuer à lutter pour un troisième pacte ou pour une troisième convention internationale sur les droits de l'homme. Alors, je voudrais rapidement donner quelques éléments sur le contenu de ce projet de troisième pacte. Il proclame le droit à un environnement sain, mais il le fait de telle sorte que cette proclamation ne s'arrête pas au niveau de la proclamation. Elle est indissociable de la reconnaissance des différents principes du droit de l'environnement. En effet, dans notre projet de troisième pacte, on considère qu'il est essentiel aujourd'hui que les principes généraux du droit de l'homme, du droit de l'environnement, que les principes généraux ne doivent plus rester au niveau de principes généraux, mais que pour que les principes généraux deviennent effectifs, il faut qu'ils se transforment en droit subjectif. Et par conséquent, le troisième pacte transforme juridiquement les principes généraux en droit concret et effectif. Car on sait qu'au niveau des droits de l'homme à l'environnement, au niveau des droits de l'homme en général, il s'agit d'aboutir non seulement à une proclamation au niveau de la lettre d'un texte, mais à rendre ces droits de l'homme concrets et effectifs. Et que pour que le droit de l'homme à l'environnement soit concret et effectif, il faut qu'il soit accompagné nécessairement des principes généraux du droit de l'environnement pour que ceux-ci soient aussi concrets et effectifs. Et c'est ainsi qu'on décline dans le projet de troisième pacte le droit à un niveau élevé de protection de l'environnement et le droit à la non-régression, le droit à la prévention et à la précaution, le droit à l'évaluation environnementale préalable, le droit à l'eau, le droit à la réparation des dommages, le droit des peuples indigènes, le droit des personnes en cas de catastrophe et le droit des personnes déplacées et beaucoup d'autres. À côté de cette énumération d'un droit de l'homme indissociable des principes généraux transformés en droit subjectif, le projet du troisième pacte énonce une série de principes de coopération internationale sur le modèle du premier
et deuxième pacte de 1966. Coopération entre les États pour rétablir la santé et l'intégrité de l'écosystème terrestre et marin, assurer progressivement, parce que le droit de l'homme, depuis la Déclaration universelle et les pactes, c'est d'assurer progressivement les nouveaux droits, assurer progressivement le droit à l'environnement et le plein exercice de ces droits, organiser l'assistance et les transferts de technologies nécessaires pour en faire des droits effectifs et concrets, notifier les catastrophes et organiser l'assistance mutuelle pour concrétiser le principe 18 de la déclaration de Rio et concrétiser aussi les projets d'articles de la Commission du droit international de 2016 sur le droit des personnes en cas de catastrophe, qui à l'heure actuelle ne sont toujours pas un traité international. Et enfin, organiser l'assistance et le respect des droits humains lors des opérations de secours et d'assistance lors de catastrophes qui, on le sait, sont aujourd'hui de plus en plus nombreuses. Enfin, troisième élément de ce troisième pacte, le contrôle de l'application du troisième pacte. L'intérêt juridique d'un troisième pacte des droits de l'homme, à la différence de tous les autres projets. L'intérêt juridique, c'est que ce troisième pacte permet de bénéficier des procédures de plainte ouvertes à tous pour les droits de l'homme dès aujourd'hui dans le cadre du système de Genève des droits de l'homme. En effet, les deux pactes internationaux sont accompagnés de toute une série de procédures et d'instruments qui permettent à chacun de déposer à Genève des réclamations, des plaintes devant les comités pour faire respecter les droits de l'homme. Et ces actions individuelles, ouvertes aux citoyens, ouvertes aux ONG, elles fonctionnent. Les droits de l'homme sont au niveau les seuls au plan international qui donnent accès à une procédure internationale de réclamation devant des comités organisés. Et ce contrôle, il existe par les comités des droits économiques, sociaux et culturels et par le comité des droits de l'homme. Et on aura noté que si le comité des droits économiques, sociaux et culturels serait a priori le plus à même à recevoir les plaintes en matière de droit à l'environnement, en raison de l'article 12 du pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, qui mentionne l'environnement à travers le droit à la santé. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu véritablement d'affaires devant les comités en matière de droit de l'environnement, probablement parce que les citoyens ne connaissent pas cette procédure, c'est le droit à l'information, et parce que les avocats, la plupart d'entre eux, ne connaissent pas cette procédure. Et c'est pourquoi j'ai noté avec intérêt, comme vous tous, que devant le comité des droits de l'homme, qui statue sur le respect du pacte sur les droits civils et politiques, eh bien devant ce comité, désormais, il y a des procédures en matière d'environnement. Je voudrais citer deux affaires en 2019 qui concernent l'environnement et qui sont allées jusqu'au bout devant le comité. L'affaire sur les pesticides au Paraguay et l'affaire sur les déplacés climatiques au Kiribati. Ces deux affaires de 2019 ont traité du droit de l'homme à l'environnement. Et donc le comité des droits de l'homme sur les droits civils et politiques est bien compétent pour connaître des affaires en matière de droit de l'environnement. Et c'est pourquoi il faut, grâce au troisième pacte, systématiser ce recours
devant les comités des droits de l'homme, par la saisine, par tout un chacun, citoyens et ONG, par la saisine, par des communications ouvertes à la fois aux individus et aux ONG, en vertu des protocoles facultatifs sur les droits civils et politiques depuis 1976 et le protocole facultatif sur les droits économiques depuis 2013, qui certes ne sont pas encore ratifiés par beaucoup d'États, mais c'est à nous de faire pression dans nos États pour qu'ils ratifient les protocoles facultatifs et ainsi ouvrir à tous l'accès à une quasi-juridiction internationale pour la protection du droit de l'homme à l'environnement. Alors, en conclusion, quelles sont les options futures concrètes? J'aime bien le concret. J'aime bien les droits effectifs. Je constate que les États, dans toutes les déclarations finales, des COP, de l'Assemblée générale, et même dans la résolution du 30 août 2019, 73-333, qui a en quelque sorte enterré, hélas, le pacte mondial, en considérant qu'il ferait l'objet d'une déclaration universelle en 2022, sauf clause de plus. Dans cette résolution des Nations Unies de 2019 et dans la recommandation qui l'accompagne, qui est le résultat du remarquable travail qui a été fait à propos du projet de pacte mondial obtenu à Nairobi en 2018 et 2019. Dans cette recommandation, il y a un mot qui est une véritable obsession, qui revient tout le temps, qui est le mot « renforcer le droit de l'environnement », mettre en œuvre le droit de l'environnement, rendre effectif le droit de l'environnement. L'effectivité est une obsession des États et elle est une obsession des juristes. Le droit de l'environnement n'est pas effectif. Le droit de l'environnement n'est pas mis en œuvre. Ce mot est utilisé 17 fois par les États qui ont adopté cette recommandation du 30 août 2019. Donc les États sont conscients qu'il n'y a pas d'effectivité du droit de l'environnement et que par conséquent, y compris du droit de l'homme à l'environnement. Et donc, il faut à tout prix faire en sorte que ce droit de l'homme à l'environnement devienne effectif par des instruments qui permettent effectivement aux citoyens de faire contrôler le respect, soit devant les tribunaux en droit national, soit en droit international, devant les comités des droits de l'homme, qui jusqu'à présent sont les seules instances à pouvoir recevoir des actions pour vérifier l'effectivité du droit de l'homme à l'environnement. Et donc je propose, et j'en termine, chère Émilie, je propose que la chaire Normandie pour la paix, qui n'a peur de rien et qui doit être garante de l'effectivité, que la chaire Normandie pour la paix entreprenne une action pour faire en sorte de fusionner juridiquement le projet de pacte mondial de 2018 et le projet de troisième pacte du CIDCE et de déposer, en fusionnant les deux textes, un troisième pacte international déposé devant le Conseil des droits de l'homme qui seul permettra l'effectivité et l'accès à une instance quasi juridictionnelle qui sont les comités devant les organes des droits de l'homme à Genève. Je vous remercie et je vous embrasse tous. À la prochaine fois.